Ils sont 26 retenus pour la course à la présidentielle tunisienne anticipée du 15 septembre prochain. Un examen préliminaire des dossiers a écarté 71 candidatures. Six personnes ont été tuées dans un attentat perpétré dans la nuit de mardi à mercredi au Tchad. L'opération a été conduite par une kamikaze dans l'ouest du pays attribuée au groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne en Tanzanie est monté mercredi à au moins 82 morts. Et pour cause, 7 personnes ont succombé à leurs graves blessures. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne fête de l'Assomption à la communauté chrétienne. L'après Bédikaïd et Sepsi suit son cours en Tunisie. Ils sont au total 26 candidats retenus pour la course à la présidentielle tunisienne anticipée du 15 septembre prochain. Un examen préliminaire des dossiers a écarté 71 candidatures. Reportage. L'instance chargée des élections en Tunisie a dit son mot. 26 candidatures sur 96 sont pour l'instant validées pour la présidentielle prochaine. Les personnes dont le dossier a été rejeté ont 48 heures pour déposer un recours devant le tribunal administratif. Ce dernier sera appelé à trancher d'ici le 30 août. C'est à cette date que doit être publiée la liste finale des candidats. Parmi les candidatures rejetées figure celle de Mounir Batour, qui se présente comme défenseur des droits des LGBTQ. La candidature de cet avocat revendiquant ouvertement son homosexualité aurait constitué une première dans l'histoire du pays et du monde arabe. Le rejet de sa candidature serait dû au fait qu'il n'a pas recueilli les 10 000 signatures d'électeurs inscrits. En effet, chaque candidat doit disposer du parrainage de 10 députés, 40 maires ou de 10 000 électeurs inscrits dans au moins 10 circonscriptions. D'autres candidatures ont été rejetées pour absence de garantie financière, le seuil ayant été fixé à environ 3 200 €. Seules 2 femmes figurent dans la liste des 26 candidatures validées. La candidature de l'homme d'affaires et Maya des médias, Nabil Karoui, présenté comme un adversaire de taille pour le Premier ministre Youssef Chahed, a également été retenue. Le ministre de la Défense, Abdelkarim Nzibi, sera également sur la ligne de départ. Et celui-ci pourrait se révéler être un candidat majeur. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 15 septembre, la campagne officielle devant se tenir entre le 2 et le 13. Les résultats de ce premier tour seront annoncés le 17 septembre, selon le calendrier électoral de l'ISIE. La date du second tour n'est pas encore déterminée. À Madagascar, Mak Ravalomanana, chef du parti d'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale, pourrait officiellement prendre le statut de chef de file de l'opposition. En effet, une session parlementaire extraordinaire examine depuis le début de cette semaine une proposition de loi à cette fin. Selon un article de cette proposition de loi, seul un député peut le devenir, ce qui n'est pas le cas de l'opposant. Les détails. Les partisans de Mak Ravalomanana, qui dénoncent une manœuvre dilatoire, estiment que cette loi a été seulement taillée pour écarter leur leader. Pour eux, impossible d'imaginer que l'ex-président de la République et candidat malheureux, arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle, puisse être exclu du poste de chef de l'opposition. Selon un article de la proposition de loi, un examen depuis lundi dernier, dans le cadre d'une session parlementaire extraordinaire, seul un député peut devenir chef de l'opposition, ce qui n'est pas le cas de l'ancien président Mak Ravalomanana. Les députés du team parti de Mak Ravalomanana annoncent déjà qu'ils ne vont pas voter cette loi qu'ils jugent anticonstitutionnelle. Cette proposition de loi sur l'opposition, si elle était adoptée, va modifier de fait la loi en vigueur votée en 2011. Le député de la majorité présidentielle à l'origine de la proposition de loi dément vouloir empêcher l'ancien chef de l'État d'endosser le rôle de dirigeant de l'opposition. Il affirme que ce test a été initié uniquement dans le but de respecter les différents avis émis par la Haute Cour constitutionnelle qui avait réclamé que l'opposition soit parlementaire et non extra-parlementaire. La proposition de loi devrait être facilement votée à l'Assemblée nationale, acquise au président Andry Rajoelina. Elle pourrait toutefois connaître quelques difficultés au niveau du Sénat.
Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne en Tanzanie est monté mercredi à au moins 82 morts et pour cause, 7 personnes ont succombé à leurs graves blessures. L'explosion d'un camion-citerne survenu le week-end dernier en Tanzanie continue de faire parler d'elle. 7 blessés sont décédés mardi, d'après un porte-parole de l'hôpital national de Dar es Salaam. De nombreux blessés sont encore en soins intensifs. La catastrophe s'est produite samedi matin à Mzamvu, une localité dans l'immédiate périphérie de la ville de Morogoro, située à quelques 200 km à l'ouest de la capitale économique, sur l'un des principaux axes routiers du pays. Les victimes sont des conducteurs de taxi-moto et des badauds venus siphonner le carburant qui s'écoulait d'un poids lourd accidenté alors qu'ils tentaient d'éviter une moto, selon des témoins. Le Premier ministre tanzanien a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour établir si une ou des institutions ont manqué à leurs responsabilités dans la gestion de cette catastrophe. La commission devrait rendre ses premières conclusions vendredi. Ces tragédies ne sont pas rares en Afrique. Début juillet, dans le centre du Nigeria, au moins 45 personnes étaient mortes et plus de 100 personnes blessées lors du pillage par la population d'un camion-citerne accidenté qui avait explosé. 6 personnes ont été tuées dans un attentat perpétré dans la nuit de mardi à mercredi au Tchad. L'opération a été conduite par une kamikaze dans l'ouest du pays et attribuée au groupe djihadiste nigérian Boko Haram. L'attaque a eu lieu dans la cour du chef traditionnel du canton, Tata Firoumou, d'après un haut gradé de l'armée tchadienne, sous couvert d'anonymat. Une femme kamikaze a fait exploser sa ceinture. Le bilan s'élève à 6 morts, dont un militaire. Ce bilan a été confirmé par le responsable d'une ONG locale qui a préféré taire son identité. Le représentant du chef du canton, 4 de ses gardes et un militaire ont perdu la vie et 5 militaires avaient été blessés. Tata Firoumou est une localité de Kaïga, Kinjiria, située dans la province du Lac, où le groupe djihadiste a multiplié les attaques depuis le début de l'année. La région du lac Tchad est le théâtre d'un regain d'attaques attribué à Boko Haram depuis juin 2018. Une dizaine ont eu lieu en territoire tchadien. La plupart d'entre elles visaient des positions de l'armée. Fin mars, 23 soldats tchadiens avaient été tués dans un assaut contre une base avancée sur la rive nord-est du lac. Une autre attaque de Boko Haram, le 21 juin, avait entraîné la mort d'au moins 11 militaires tchadiens. Depuis 2015, les pays de la région luttent contre Boko Haram au sein de la force multinationale mixte, une coalition régionale engagée dans la région du lac Tchad avec l'aide de comités de vigilance composés de citoyens locaux. Au Mali, plus de 150 enfants ont été tués dans des différentes attaques pendant le premier semestre 2019 et quelques 377 000 mineurs ont besoin d'une protection. Il s'agit d'un bilan publié par l'UNICEF qui révèle une forte augmentation de violences graves commises contre les enfants dans le pays depuis le début de l'année. Reportage. 6 ans après le début d'une intervention militaire française contre les groupes djihadistes qui avaient mis sous leur coupe le nord du Mali en 2012, les attaques de groupes liés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique se poursuivent. À ces attaques se mêlent des conflits intercommunautaires, en particulier dans le centre du pays. Ce mardi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a indiqué dans un communiqué que le nombre de violations graves commises contre les enfants au Mali a fortement augmenté en 2019. Selon l'organisation, plus de 150 enfants ont été tués au cours du premier semestre de 2019 et 115 ont été blessés lors d'attaques violentes. Le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les groupes armés ont doublé par rapport à la même période en 2018 et plus de 900 écoles restent fermées en raison de l'insécurité. La multiplication des attaques dans le centre du pays a également entraîné la mutilation d'enfants, leur déplacement et leur séparation d'avec leur famille, ainsi que leur exposition à la violence sexuelle et à des traumatismes psychologiques.
L'UNICEF, qui dit avoir besoin de 4 millions de dollars en 2019 pour répondre aux besoins de protection des femmes et des enfants au Mali, a estimé que plus de 377 000 enfants ont actuellement besoin d'une assistance en matière de protection dans le pays. La tension monte entre Pékin et Hong Kong. La Chine a vigoureusement dénoncé mercredi des régressions, des agressions quasi terroristes contre ses ressortissants durant des affrontements en marge de manifestations pro-démocratie à l'aéroport international de Hong Kong. Mardi, 2 Chinois du continent ont été passés à tabac au 5e jour d'une mobilisation sans précédent à l'aéroport de Hong Kong où le trafic a été particulièrement perturbé. Le premier, soupçonné par des manifestants d'être un espion à la solde de Pékin, a été attaché à un chariot à bagages puis frappé. Il a ensuite été évacué en ambulance. Lors d'un autre incident, un homme accusé par un groupe de manifestants d'être un policier infiltré a été pris à partie. Le porte-parole au bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du gouvernement chinois a déclaré que ce dernier condamnait avec la plus grande fermeté ces actes quasi-terroristes. C'est la deuxième fois cette semaine que la Chine cherche à assimiler les manifestations à du terrorisme avec des avertissements de plus en plus inquiétants qui font craindre une répression militaire alors que le mouvement en est à sa 10e semaine. Lundi déjà, à Pékin, le bureau des affaires de Hong Kong et de Macao avait déclaré que des attaques de manifestants radicaux de Hong Kong contre des policiers constituaient un crime grave révélant de premiers signes de terrorisme. Mardi, le président américain Donald Trump a encore fait montrer les craintes d'une intervention militaire en affirmant que ses services de renseignement faisaient état d'un déploiement de l'armée chinoise à la frontière avec Hong Kong. Les États-Unis, très préoccupés par les mouvements paramilitaires chinois à la frontière avec Hong Kong, ont appelé la Chine à respecter le haut degré d'autonomie de l'ex-colonie britannique. Au Togo, la pratique de la sous-traitance des places et boutiques publiques dans les marchés prend d'ampleur. Les victimes du phénomène donnent de la voix. Une équipe de notre rédaction a fait un tour dans certains marchés de la capitale togolaise pour toucher du doigt la situation. Voici le compte rendu fait par Ferdinand Gadé. Harcèlement, intimidation et parfois renvoi pur et simple au profit du plus offrant. Ce sont là les difficultés auxquelles sont confrontés les occupants de certaines places et boutiques publiques dans les marchés de Lomé. À la base, la sous-location de ces espaces commerciaux dans les marchés au Togo. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et fait grincer les dents aux revendeuses et revendeurs. Là où je suis à côté d'une femme. Elle a été malade. Donc, à la suite de sa maladie, ses enfants ont décidé de louer la place. Donc, je payais les 10 000 à la fin du mois. Et je payais aussi les tasses de 3 500 pour les PAM. Et voilà que le 5 du mois, le mois passé, ils m'appellent pour me demander de libérer la place, que eux, ils ne veulent plus les fins du mois 10 000 là. Ils veulent pour 5 ans ou bien pour 6 ans. Donc, je lui ai demandé de m'accorder au moins 1 mois pour chercher autre part où aller. Ils m'appellent pour me dire que ce n'est pas possible. Moi, je n'ai rien dit. C'est eux-mêmes qui se sont levés pour aller voir les agents de l'EPAM pour je ne sais quoi. Donc, c'est à la suite de ça que les problèmes ont commencé. Les acteurs de ces actes de sous-location des places et boutiques publiques dans les marchés de Lomé aux tarifs parfois triples de l'établissement public d'administration des marchés EPAM ne sont inquiétés de rien. Selon nos sources, ils sont nombreux anciens commerçants qui vivent de cette pratique au Togo. C'est la place de l'EPAM. C'est quand je loue avec l'EPAM, c'est 3 500 que je paie à la fin du mois. Mais avec eux, je paie les 10 000. Avec les PAM aussi, je paie les 3 500. Donc la place me revient à 13 500 le mois. Comme nous sommes dans le besoin et que quelqu'un nous propose une place, nous sommes obligés de prendre. Nous ne savons pas que cela ne se passe pas de cette façon. C'est maintenant on la prend, mais cette pratique de sous-location est courante dans le marché.
Les cris de détresse des nouvelles occupants ont permis de découvrir les raisons qui justifient l'absence de ceux-là qui ont pris ces places et boutiques directement de l'EPAM, à qui revient la responsabilité de clarifier et de régulariser cette pratique de sous-location des places et boutiques publiques dans les marchés au Togo. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.